Avant que nous ne commencions à découvrir le miracle qui a transformé à jamais l'existence de cette veuve, pourriez-vous m'accorder un j'aime sur cette vidéo, vous abonner à la chaîne et nous indiquer ci-dessous depuis quelle partie du globe vous nous suivez. Je serai ravi de lire votre avis à la fin de cette formidable leçon de vie. Je proclame que votre demeure sera comblée de santé et de bénédictions dès aujourd'hui si vous vous abonnez en cliquant sur le bouton ci-dessous indiquant « S'abonner ». C'est gratuit et cela illumine notre communauté. Près du bouton « S'abonner », vous avez aussi la possibilité de rejoindre notre cercle le plus intime via le bouton « Rejoindre ». Vous accéderez ainsi à des récits exclusifs et bien plus profonds, conçus spécialement pour vous. De cette manière, vous nous soutenez dans notre mission de continuer à narrer ces histoires qui émeuvent l'âme et, par la même occasion, vous aidez ma propre famille à subsister. Si vous désirez nous appuyer de façon rapide et gratuite, faites glisser la section des commentaires vers la gauche, un bouton « Super » apparaîtra, pressez-le. Ceci permettra au message de foi et d'équité de ce récit d'atteindre un plus grand nombre de personnes bénies comme vous. À présent, ouvrez votre cœur, car l'histoire va débuter. Le ciel sanglotait. C'était la seule façon de décrire cette atmosphère lugubre, cette chape de plomb suspendue au-dessus du petit cimetière d'un village de Provence. La pluie, drue et froide comme une multitude de dards de glace, martelait sans relâche les dômes sombres des parapluies, créant une mélopée funèbre. Une bise glaciale, annonciatrice du Mistral, serpentait entre les tombes anciennes, charriant les parfums de la terre détrempée et du thym sauvage. Pourtant, Manon restait indifférente à l'humidité qui la pénétrait. Le froid mordant sur sa peau n'était rien en comparaison de celui qui lui gelait l'âme. Le froid authentique, celui qui fige le sang dans les veines et coupe le souffle, résidait au plus profond de sa poitrine. À seulement 28 ans, Manon se sentait comme si elle avait vieilli d'un siècle en l'espace de 3 jours. Devant elle, le simple cercueil de bois de Léo s'enfonçait doucement dans la cavité obscure de la terre mouillée. Chaque centimètre de descente de la bière était un déchirement violent dans son cœur, comme si on lui arrachait l'âme, morceau par morceau. Ses mains, rendues rudes par les travaux agricoles avant son mariage, tremblaient de manière incontrôlable alors qu'elle étreignait un mouchoir saturé d'eau, impuissant à endiguer le flot de larmes qui voilait son regard. « Maman » chuchota une petite voix près d'elle. C'était Lucas, son fils de 6 ans. Le garçonnet, dans son costume noir aux manches un peu trop courtes, se cramponnait à la jupe de sa mère, voyant en elle l'unique encre dans un monde qui basculait. Lucas possédait les yeux de son père, grands et doux, et il contemplait la scène avec cette effrayante combinaison d'innocence et de crainte. Il s'efforçait d'être fort, les lèvres serrées, mais le frémissement de son menton le trahissait. Manon s'inclina légèrement et passa la main dans les cheveux mouillés de son fils. Elle sentit une boule ardente lui nouer la gorge, une brûlure caustique d'impuissance. Léo, son Léo chéri, l'homme qui l'avait protégé de tout et de tous, n'était plus. Il était parti si soudainement, la laissant seule face à une famille qui ne l'avait jamais admise. Pour les Dubois, nantis des plus belles terres de la région, Manon n'avait jamais été autre chose que la petite paysanne, la femme sans prestige qui avait jeté un sort sur leur unique héritier. Le prêtre conclut la dernière prière par un « Amen » qui résonna, sec et lointain. La foule commença à se disperser vivement, pressée de fuir l'averse et de regagner le confort de son quotidien. Manon, cependant, resta immobile. Elle s'avança jusqu'au rebord de la fosse. Dans sa main, une seule rose blanche, emblème de la pureté et de l'amour éternel. Elle leva son bras pour jeter la fleur sur le cercueil, ultime offrande d'amour. Mais à cet instant, avant que la fleur ne quitte sa main, une poigne osseuse et puissante, gantée de cuir noir, saisit son poignet avec une force brutale. La douleur fut vive, physique, mais l'humiliation fut plus profonde encore. Manon pivota, stupéfaite. Monique était là, la mère de Léo, sa belle-mère. À 65 ans, Monique se tenait aussi droite qu'une cariatide de marbre. Elle était vêtue d'un deuil impeccable et onéreux, en contraste cruel avec la tenue simple et élimée de Manon. Ses yeux n'exprimaient nulle tristesse, ils scintillaient d'une colère glaciale et calculatrice. Elle n'avait pas l'air d'une mère en deuil de son fils, mais d'un maréchal célébrant une victoire. N'y songe même pas, sifflèrent les lèvres fines de Monique. Sa voix, bien que basse, était aussi acérée que du verre pilé. Ne viens pas salir la sépulture de mon fils avec tes mièvreries bon marché. La comédie est finie, ma petite. Manon, étourdie par le chagrin et la surprise, essaya de se libérer, mais l'aîné possédait une force inouïe, nourrie par des décennies de rancœur. « Que voulez-vous dire, Monique »
bégaya Manon, la voix étranglée. C'était mon époux, je l'aimais. Monique eut un ricanement bref et féroce, un son qui pétrifia les quelques curieux attardés. Tu l'aimais, lança-t-elle, sarcastique. Tu aimais son nom. Tu aimais la certitude d'un toit et d'un plat chaud que tu n'avais pas à gagner en suant dans les champs. Mais écoute-moi bien, Manon, le spectacle est terminé. Le rideau est tombé. Léo est 6 pieds sous terre, et avec lui, ta protection s'est évanouie. Le petit Lucas, apeuré par le ton hargneux de sa grand-mère, tenta de s'interposer de sa voix fluette et tremblante. Grand-mère, s'il te plaît, maman est très triste. Monique abaissa son regard vers l'enfant. Pas une once de tendresse, pas le moindre signe de compassion. Elle toisa son propre petit-fils comme on dévisage un nuisible ayant envahi la demeure. Et toi, dit-elle avec mépris, tu es la preuve incarnée de l'erreur de mon fils. Un sang mêlé. Tu n'as rien à faire dans mon manoir, gamin. C'est alors que Manon fut submergée par un sentiment plus puissant que le chagrin. La fureur d'une mère. Elle s'arracha à l'étreinte de Monique et plaça Lucas derrière elle, le couvrant de son corps. Insultez-moi autant que vous voudrez, Monique. Déversez votre fiel sur moi, mais n'osez pas poser un regard malveillant sur votre petit-fils. Il est tout ce qui nous reste de Léo. Monique arbora un sourire. Un sourire malveillant, de mauvais augure. Elle plongea la main dans son sac à main de luxe et en extirpa un objet métallique et ancien. Elle le présenta à Manon. Tout ce qui reste? Pas tout à fait, ma chère. Il reste les demeures, les terres, les biens qui reviennent de droit à la famille Dubois. Et toi, tu n'es pas une Dubois, tu ne l'as jamais été. Tiens. Manon fixa la main de sa belle-mère. Dans sa paume gantée reposait une clé. Une grande clé de fer forgé, antique, entièrement corrodée et hideuse. Elle n'avait rien de commun avec les clés dorées et étincelantes du vaste manoir où Manon et Léo avaient résidé ces 5 dernières années. Manon saisit la clé de ses doigts tremblants. Le métal était glacial et laissait sur sa peau une trace de rouille ocre. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, une angoisse terrible lui tordant les entrailles. « Ta nouvelle demeure, statua Monique, le menton haut, arrogante. Car au manoir, tu n'y remettras plus les pieds. » L'univers de Manon sembla se figer. Le son de la pluie devint un bourdonnement assourdissant dans ses oreilles. Ne plus y retourner? Mais Monique, toutes nos affaires sont là-bas. Les habits de Lucas, mes souvenirs, ses jouets. Léo souhaitait que, Léo est mort. Hurla Monique, perdant un instant sa contenance. Et je suis à nouveau seule maîtresse de tout. Mes juristes ont tout vérifié. La demeure est à mon nom. Le véhicule est à mon nom. Tu n'as que ce que tu possédais en arrivant. Rien. Enfin, si. Tu as une clé. Monique s'approcha encore, violant l'espace intime de Manon, la forçant à reculer au point de presque basculer dans la tombe béante. Cette clé ouvre le cadenas des ruines sur la colline provençale. Tu te rappelles cette parcelle de terre aride au nord du village? Léo, dans sa folie romantique, l'a mise à ton nom il y a quelques années pour un anniversaire. Eh bien, voilà. Elle est tienne. Va là-bas. Les ruines. Manon peinait à respirer. Monique, au nom du ciel, ce n'est qu'un amoncellement de pierres. Personne n'y a mis les pieds depuis un siècle. Il n'y a ni toi, ni eau courante. J'ai un enfant de 6 ans. C'est votre petit-fils. Dans ce cas, tu ferais mieux de lui enseigner l'art de la survie, comme la paysanne que tu es, rétorqua Monique avec venin. Car mes gens ont déjà débarrassé le manoir de tes guenilles et je ne veux plus jamais te revoir à ma porte. Si tu t'avises de poser le pied sur ma propriété, j'alerte la gendarmerie pour violation de domicile. Disparaît, Manon. Toi et ton bâtard. Sans un mot de plus, la vieille femme fit volte-face. Son chauffeur, qui patientait moteur tournant et chauffage à fond dans une voiture de luxe noire, lui ouvrit la portière. Monique s'y engouffra sans un regard en arrière, abandonnant la veuve et l'orphelin, sous la pluie battante, auprès de la tombe fraîche de l'homme qui les avait chéris. La berline de Monique s'évanouit au tournant du chemin bordé de cyprès, projetant des gerbes de boue. Le silence s'installa de nouveau dans le cimetière, seulement troublé par les sanglots de Manon et le tambourinement monotone de la pluie. « Maman !» Lucas tira sur sa manche.
Il frissonnait violemment. Ses lèvres viraient au bleu sous l'effet du froid. On rentre à la maison. J'ai faim, et je veux enlever ses souliers. Il me blesse. Manon dévisagea son fils, et sentit son cœur se fracturer en mille autres éclats, si cela était encore possible. Comment annoncer à un garçon de 6 ans qu'ils étaient sans abri? Comment lui dire que sa grand-mère les avait rejetés comme de vulgaires détritus? Elle s'agenouilla devant lui. Sans se soucier de ses genoux qui s'enfonçaient dans la fange et souillaient ses bas noirs, elle prit les petites mains glacées de Lucas dans les siennes et y souffla son haleine chaude. « Écoute-moi bien, mon trésor, dit Manon, esquissant un sourire qui lui arracha les entrailles. Nous partons pour une grande aventure. » « Une aventure ?» demanda Lucas, perplexe. « Oui, papa nous a laissé un lieu à part, un refuge secret rien que pour nous. Nous ne rentrons pas à la grande maison ce soir. »« On va camper ? Sous la pluie ?» interrogea l'enfant, dubitatif. « Les grands explorateurs ne craignent pas la pluie, mon chéri, » mentit Manon, sentant les larmes se mêler aux gouttes de pluie sur ses joues. « Il faut être fort. Papa nous regarde du ciel, et il veut voir à quel point nous sommes courageux. » Elle se redressa péniblement. Pas de voiture. C'était toujours Léo qui conduisait. Pas d'argent en poche. Manon avait à peine eu le temps de se vêtir pour l'enterrement avant que le monde ne s'écroule. Elle n'avait que 7 clés corrodées en main et les habits qu'elle portait. Les ruines sur la colline provençale se trouvaient à 5 kilomètres. 5 kilomètres d'un chemin de terre ascendant, dans une contrée rocailleuse et délaissée, où ne prospéraient que les ronces et où le vent gémissait tel une meute de loups affamés. Ils se mirent en marche. La progression fut un supplice. Chaque pas était un combat contre la glaise qui voulait retenir leurs souliers. Manon dut porter Lucas sur une longue distance, car l'enfant, vidé par les larmes et le choc de la journée, n'avait plus la force d'avancer. Elle portait son fils, ses 20 kilos s'ajoutant au fardeau de sa propre peine. Mais Manon ne se plaignit pas. En cheminant, son esprit était une tempête d'angoisse. Où dormirait-il? Que mangerait-il? Et si Lucas tombait malade? La rage lui chauffait le corps. Comment une telle noirceur pouvait-elle habiter le cœur de Monique? Léo avait été un homme si bon, si généreux. Comment une telle mère avait-elle pu enfanter un tel fils? Après 2 interminables heures de marche sous une pluie qui se calmait pour céder la place à un vent glacial, ils arrivèrent. Manon s'immobilisa, à bout de souffle, et déposa Lucas à terre. « C'est là, maman ?» demanda le garçon. Le spectacle était d'une désolation absolue. Les ruines n'étaient pas une appellation poétique, mais une description littérale. Devant eux se dressait le squelette de ce qui avait pu être, des siècles auparavant, une construction. 4 murs épais de pierre et de pisé, dépareillés, érodés par le temps et tapissés de mousse. Nul toit. Le ciel gris était leur unique couverture. Le sol à l'intérieur de l'enceinte était envahi d'herbes folles, de chardons et de pierres instables. Dans un angle, les vestiges d'une antique cheminée évoquaient la gueule béante d'un monstre de pierre. Pas de porte, seulement une ouverture vide où le vent s'engouffrait en un sifflement lugubre. Mais, maman, la voix de Lucas se brisa, de nouveau au bord des larmes. Il n'y a pas de lit, pas de toit. Tout est en morceaux. Manon sentit ses jambes se dérober. Elle s'effondra à genoux sur l'herbe détrempée. Elle voulait hurler, maudire, retourner au village en courant et marteler la porte du manoir jusqu'à faire saigner ses poings. Mais elle croisa le regard de Lucas, elle y lut la terreur. Si elle flanchait maintenant, la peur dévorerait son fils. Elle prit une profonde inspiration, ravalant la boule de feu qui menaçait de l'asphyxier. Elle se releva, et puisant dans une ressource que seules les mères trouvent quand leurs enfants sont menacés, elle affecta l'enthousiasme. « Admire ces murailles, Lucas » s'exclama-t-elle d'une fausse allégresse qui lui écorchait la gorge. « Ce sont les remparts d'un château. Vois comme les pierres sont robustes. Nous sommes dans une forteresse. » « C'est tout mouillé, » gémit le garçon. « C'est vrai, mais regarde, la pluie s'est arrêtée. Nous allons nous aménager un petit coin. » Manon pénétra dans l'enceinte. La clé donnée par Monique était une cruelle farce, parfaitement inutile puisqu'il n'y avait pas de porte à déverrouiller. Elle la jeta à terre avec une colère sourde et se mit au travail à main nue. De ses mains qui, jadis, caressaient le visage de son mari entre des draps de soie, Manon se mit à défricher.
Les épines lui lacéraient les doigts, mais elle persévéra. Elle amassa des pierres, dégagea un angle abrité par les deux plus hauts murs pour se protéger du vent. « Tu ne nous auras pas, Monique, pensa-t-elle à chaque touffe d'herbe arrachée. Tu nous as traités comme des déchets, mais nous n'en sommes pas. » Le crépuscule s'installait, et avec lui les ténèbres impénétrables de la montagne. Loin des lumières du village, l'obscurité était complète. Manon savait que la nuit serait l'épreuve la plus redoutable. Sans feu, sans couverture, juste leurs deux corps enlacés pour conserver un peu de chaleur. « J'ai peur, maman » chuchota Lucas, blotti contre elle sur une couche improvisée de branches et de feuilles à peu près sèches que Manon avait dénichées sous des rochers. « Je suis là » le rassura-t-elle, l'enveloppant de ses bras et le recouvrant de sa veste, restant elle-même en simple chemisier. « Tant que maman est avec toi, rien de mal ne peut t'arriver. Tu es mon petit soldat courageux, tu t'en souviens ?» Lucas acquiesça et ferma les yeux. Submergée par une fatigue écrasante, Manon resta éveillée. Elle contempla le rectangle de ciel noir encadré par les murs en ruine. Elle aperçut une unique étoile scintillant à travers une trouée dans les nuages. Une étoile seule, lointaine, glaciale. « Pourquoi, mon Dieu » souffla-t-elle à la nuit, des larmes brûlantes roulant sur ses joues gelées. « Pourquoi nous avoir abandonnés de la sorte ? Je ne demande pas la fortune, je demande seulement que mon fils ne souffre pas. » Un bruit dans les pierres la fit tressaillir. Un froissement. Manon tâtonna à la recherche d'un gourdin à ses côtés. Ses muscles se raidirent. C'était peut-être une bête sauvage, un serpent, un renard. Elle se mit sur ses gardes, le bâton en main, son corps formant un rempart devant son fils endormi. Cette première nuit dans les ruines ne fut pas une nuit de repos, mais une vigile de terreur et de survie. Chaque bourrasque de vent était un spectre. Chaque ombre, un monstre. Manon, la veuve dépossédée, la femme au cœur pur, sentit pour la première fois la haine et la détermination prendre racine et durcir son âme. Elle ignorait comment et quand, mais elle fit le serment devant ces vieilles pierres glacées que Monique se repentirait de les avoir abandonnées là à leur sort. Ce que Manon ignorait, en grelottant de froid et en serrant son fils dans les ténèbres, c'est qu'elle était assise, littéralement, sur l'exaucement de ses prières. Mais pour le réaliser, il lui faudrait d'abord sombrer au plus profond de la détresse. Les ténèbres dans les ruines sur la colline provençale étaient d'une nature différente de celle de la ville. En ville, ou même au manoir des Dubois, la nuit conservait toujours une teinte de gris ou d'oranger, souvenir des lumières lointaines. Mais ici, dans ce lieu perdu, la noirceur était totale, épaisse, presque palpable. C'était comme être dans un sépulcre les yeux grands ouverts. Manon demeurait assise, le dos contre la pierre âpre et glaciale du mur à demi écroulé. Elle n'osait s'endormir. Dans ses bras, Lucas avait une respiration hachée, ponctuée de petits gémissements oniriques, sans doute des cauchemars nés du traumatisme de la journée. Chaque gémissement était pour Manon une flagellation. Le froid de l'aube commença à s'insinuer à travers ses fins vêtements. Elle n'avait aucune couverture. La seule barrière entre Lucas et l'air glacial était la veste de lin que Manon avait posée sur lui et sa propre étreinte. Elle, en revanche, sentait le gel lui mordre les épaules, ses orteils s'engourdir. Mais le froid corporel n'était rien face à la terreur que lui inspiraient les bruits de la nuit. Le vent gémissait dans les interstices des vieilles pierres, produisant un son plaintif, comme si les ruines elles-mêmes se lamentaient. Ouh. Soudain, Manon se figea. Son oui, exacerbé par la panique, perçut un son nouveau. Ce n'était pas le vent, mais un grattement. Scritch, scritch, scritch. Quelque chose se déplaçait entre les pierres, à moins de 2 mètres de la tête de son fils. Le cœur de Manon se mit à battre si fort qu'elle eut peur que le bruit ne réveille l'enfant. Elle empoigna fermement le bâton qu'elle avait trouvé quelques heures plus tôt. Ses yeux s'efforçaient de sonder l'obscurité, en vain. Le son se fit plus proche. « Mon Dieu, protégez-le » implora-t-elle mentalement, les mâchoires serrées pour ne pas claquer des dents. C'est alors que les nuages s'entr'ouvrirent, laissant la faible lueur d'une lune déclinante éclairer l'intérieur des ruines. Et elle le vit. À quelques pas de la jambe de Lucas, un scorpion noir, grand et menaçant, progressait, son dard dressé, attiré par la chaleur des corps. Dans ce lieu truffé de crevasses, les scorpions régnaient en maître. L'effroi pétrifia Manon une fraction de seconde. Si cette créature piquait Lucas, si faible et épuisé, l'issue pourrait être fatale. Pas de voiture, pas de téléphone,
pas d'hôpital à proximité. Une piqûre était synonyme de mort. La peur s'évanouit, remplacée par un instinct sauvage et primitif. Manon n'était plus la douce veuve, elle était une lionne. D'un geste vif et silencieux, elle se dégagea de Lucas, se mit à genoux et brandit le bâton à deux mains. Le scorpion, sentant la vibration, se tourna vers elle, prêt à l'attaque. Crac. Manon frappa avec toute la rage contenue en elle. Elle frappa non pas une, mais 2, 3, 5 fois, pulvérisant l'arachnide contre la pierre, jusqu'à ce que ses bras soient endoloris et sa respiration un râle rauque. Elle resta là, pantelante dans la pénombre, fixant la tache sombre au sol. Les larmes jaillirent de nouveau, brûlantes et salées. Elle ne pleurait pas le scorpion, elle pleurait sa propre déchéance. 24 heures plus tôt, elle choisissait les fleurs pour l'enterrement de son mari. Maintenant, elle massacrait des bêtes venimeuses à coups de bâton pour que son fils survive un jour de plus. « Léo » murmura-t-elle dans le vide. « Léo, regarde-nous. Pourquoi m'as-tu laissé ? Je ne sais pas si je suis capable. Je ne suis pas aussi forte que tu le pensais. » Mais le vent ne lui offrit que le silence. Le reste de la nuit, Manon garda le bâton à portée de main. À chaque craquement, ses muscles se contractaient. Elle imaginait des serpents rampant sur les murs, des loups rôdant dans les fourrés. Elle passa la nuit en éveil, montant la garde devant le sommeil de son fils comme un cerbère aux portes des enfers, jusqu'à ce que le ciel s'éclaire enfin d'un gris pâle et mélancolique. La lumière du jour exposa la pleine mesure de leur misère. Si, la nuit, les ruines étaient terrifiantes, le jour, elles n'étaient que pathétiques et sordides. Les murs suintaient la moisissure. Le sol où ils avaient dormi grouillait de fourmis et de poussière. Manon examina ses mains. Elles étaient sales, les ongles brisés, couvertes de terre et de sang séché, stigmates du combat de la nuit. Sa robe de deuil noir était froissée et maculée de boue. Lucas s'agita. L'enfant ouvrit les yeux, désorienté. Un instant, Manon crut déceler dans son regard l'espoir que tout ne fût qu'un mauvais rêve, qu'il se réveillerait dans son lit confortable au drap parfumé à la lavande. Mais lorsque son regard se posa sur les vieilles pierres et le ciel à découvert au-dessus d'eux, la réalité le rattrapa. Son visage se contracta. « Maman » dit-il d'une voix éraillée. « J'ai soif. » Manon ressentit une douleur aiguë à l'estomac. Ce n'était pas sa propre faim, mais la souffrance physique de ne pouvoir subvenir aux besoins de son enfant. « Bonjour, mon trésor » dit-elle, se forçant à prendre une voix enjouée qui sonna faux. « Regarde, nous avons survécu à la première nuit de notre aventure. Tu es si courageux. » Lucas s'assit, se frottant les yeux de ses poings sales. « J'ai mal au ventre, maman. Je veux du lait et du pain beurré, comme ceux que prépare grand-mère Flora, la cuisinière du manoir. » L'évocation de cette nourriture fit gargouiller l'estomac de Manon. Il n'avait rien avalé depuis le repas de la veille, avant l'enterrement. « Écoute-moi, Lucas. » Manon s'agenouilla devant lui et essuya une trace de saleté sur sa joue. « Aujourd'hui, nous avons une mission d'exploration. Les explorateurs doivent trouver eux-mêmes leur nourriture et leur eau. Ça fait partie du jeu. » « Je n'aime pas ce jeu, » dit Lucas, et une larme solitaire perla sur sa joue sale. « Je veux rentrer. Je veux voir papa. » Manon dut se mordre la lèvre au point de sentir le goût du sang pour ne pas éclater en sanglots. Elle serra son fils contre elle, s'accordant cette brève seconde de faiblesse dissimulée. « Je sais, mon ange, je sais, mais pour l'instant, c'est notre maison, et papa veille sur nous de là-haut. Il veut voir si tu es capable de trouver de l'eau. Tu m'aides ?» L'évocation de son père redonna un peu de courage à l'enfant. Il se leva en chancelant. Durant les heures qui suivirent, Manon s'attela à la tâche colossale de la survie la plus élémentaire. Elle laissa Lucas sur un rocher à l'abri et partit explorer les abords des ruines. Le terrain était inhospitalier, couvert de ronces qui s'agrippaient à ses vêtements et lui écorchaient les jambes. Pas de robinet, pas de provisions. Elle découvrit un petit ruisseau dévalant la montagne à quelques 300 mètres des ruines. L'eau paraissait limpide, mais Manon savait qu'elle pouvait être souillée. Il n'avait pas le choix. Elle n'avait rien pour la faire bouillir. Elle s'agenouilla, forma une coupe avec ses mains et but la première. « Si je tombe malade, peu importe, » pensa-t-elle. Elle attendit quelques instants. L'eau était glaciale et apaisa sa gorge desséchée. Elle conduisit Lucas jusqu'au ruisseau.
Ils burent comme des bêtes sauvages, accroupis sur la berge. L'eau étancha leur soif, mais raviva leur faim avec encore plus d'acuité. Pour se nourrir, la situation était critique. Manon, ayant grandi à la campagne avant d'épouser Léo, avait quelques connaissances en botanique. Elle fouilla frénétiquement les broussailles. Elle trouva quelques baies sauvages d'un violet sombre et des racines comestibles. Elle savait qu'elles n'étaient pas toxiques, mais leur saveur était âcre et filandreuse. Elle revint vers Lucas avec une poignée de ces baies sales et quelques racines. « Regarde ce que j'ai déniché, dit-elle, lui tendant son butin. Des friandises de la forêt. » Lucas goûta une baie et fit la grimace. « Ce n'est pas bon, maman. Mange, mon fils. Ça te donnera des forces. C'est une potion magique pour les explorateurs. » L'enfant mangea sans enthousiasme, poussé par une faim dévorante. Manon se contenta de ce qu'il laissa, c'est-à-dire quelques peaux et les baies les plus abîmées. Son estomac se rebella, mais son esprit était accaparé par une autre urgence, le toit. La nuit précédente, ils avaient presque gelé. Une nouvelle averse signifierait l'hypothermie et la mort. Il leur fallait un abri. Manon examina les ruines. Dans un angle, 2 murs formaient un angle droit encore solide. Si elle parvenait à couvrir ce triangle, il disposerait d'une petite alcôve. Elle passa le reste de la journée à travailler comme une bête de somme. Elle traîna de grosses et lourdes branches d'arbres morts et environ. Ses mains de veuve, qui la veille encore tenaient un chapelet, saignaient à force de tirer du bois mort. Ses ongles se cassèrent, sa peau se fendilla, elle souleva de lourdes pierres pour caler les branches sur les murs. Son dos la lançait. Ses bras tremblaient, en manque de sucre et de protéines, mais elle ne s'arrêta pas. Chaque fois qu'elle se sentait sur le point de défaillir, elle regardait Lucas, qui jouait tristement avec des cailloux, et y puisait une force insoupçonnée. Elle utilisa de la boue du ruisseau mêlée de paille sèche pour colmater les plus grandes brèches dans les murs. C'était un labeur sale, éreintant et humiliant. « Regarde-moi, Monique », pensa Manon avec rage en appliquant la boue à main nue. « Regarde-moi bâtir une maison avec des riens. Tu penses m'avoir anéanti ? Tu ignores tout de moi. Tu ignores de quoi une mère est capable. » En milieu d'après-midi, elle était parvenue à ériger un abri de fortune. À peine un toit de branches, de feuilles et de boue dans un recoin des ruines. Ce n'était ni étanche, ni chaud, mais c'était un début. Cela coupait le vent. Elle s'affaissa au sol, épuisée, contemplant son ouvrage. On aurait dit une tanière. Une vague de honte la submergea. Léo, son prince, l'avait traitée en reine. Et maintenant, elle croupissait dans la fange. L'humiliation la brûlait plus que ses mains écorchées. Les jours suivants s'écoulèrent dans une brume de souffrance monotone. 1, 2, 3 jours. Les maigres réserves d'énergie de Manon s'épuisaient. Lucas était blême, les traits tirés, et il avait cessé de demander quand il rentrerait. Il s'était simplement éteint. L'enfant vif et joyeux se muait en une ombre silencieuse qui la suivait de ses grands yeux tristes. Manon tenta sans succès de pêcher dans le ruisseau. Elle essaya de tendre des pièges à oiseaux avec des fils tirés de ses propres vêtements, mais en vain. La faim devint une douleur lancinante, une crampe qui l'empêchait de réfléchir. Son apparence se dégrada. Ses cheveux, jadis lustrés et soignés, étaient désormais une masse hirsute et poussiéreuse. Sa robe noire n'était plus que lambeaux, déchirée par les épines et couverte de boue séchée. Elle sentait la fumée des maigres feux qu'il parvenait à allumer en frottant des bouts de bois avec une patience infinie, la sueur et le désespoir. Un après-midi, alors que Manon tentait de laver la chemise de Lucas dans le ruisseau en la frappant contre les rochers avec une rage impuissante, elle céda. Elle laissa tomber le vêtement dans l'eau et enfouit son visage dans ses mains sales. Un cri déchirant s'échappa de sa gorge, un hurlement qui fit fuir les oiseaux. « Je n'en peux plus », cria-t-elle au ciel. « Je n'en peux plus, Léo, aide-moi. Mon Dieu, si tu existes, ne me laisse pas voir mon fils mourir de faim. » Elle pleura jusqu'à l'épuisement de ses larmes. Elle se sentit la plus misérable des créatures. À quoi bon avoir été bonne? À quoi bon avoir aimé et soigné son mari? La vie la châtiait sans pitié. C'est alors qu'elle sentit une petite main sur son épaule. Elle se retourna. C'était Lucas. L'enfant tenait une fleur jaune, une petite plante sauvage qui avait poussé entre les pierres. « Ne pleure pas, maman »,
dit le garçon avec un sérieux qui détonnait avec son âge. Regarde, j'ai trouvé ça pour toi. C'est aussi joli que toi. Manon regarda la fleur, cette petite chose fragile éclose au milieu du néant, cernée d'épines. Elle regarda son fils, sale, affamé, mais qui lui offrait du réconfort alors qu'il en avait le plus besoin. Ce geste ranima en elle une flamme, une chaleur qui ne venait ni du soleil, ni du feu. C'était de la fierté, de l'amour à l'état pur. Elle serra Lucas dans ses bras et déposa un baiser sur son front sale. « Merci, mon trésor. Elle est ravissante. Tu as raison. Je ne pleurerai plus. On va s'en sortir. Je te le promets, Lucas. Dusse-je arracher la terre avec mes dents, on va s'en sortir. » C'est à cet instant de résolution, alors que Manon séchait ses larmes du revers de la main et glissait la fleur dans sa chevelure emmêlée, qu'ils entendirent le son. Un son incongru en ce lieu de silence et de vent. Un vrombissement de moteur. Le bruit provenait du chemin de terre en contrebas. Manon se redressa d'un bond, le cœur affolé. Quelqu'un venait les secourir. Jean, le vieil ami du village, peut-être quelqu'un avait-il eu pitié. Elle se précipita au bord de la colline, Lucas sur ses talons, pour observer le chemin. Mais la vue du véhicule lui glaça le sang. L'espoir qui venait de naître s'évanouit en un instant. Ce n'était pas une camionnette de secours, ni un ami. C'était une voiture noire, rutilante et luxueuse, qui gravissait lentement le sentier rocailleux tel un colossal scarabée de métal. Manon reconnut instantanément la plaque minéralogique. Elle connaissait cette voiture. Elle y avait voyagé tant de fois. C'était la voiture de Monique. La panique la saisit. Monique ne venait pas avec des vivres, ni pour présenter des excuses. Si cette femme se donnait la peine de monter jusqu'à cet enfer de cailloux, ce n'était que pour une seule et unique raison. Pour s'assurer de leur souffrance. Pour savourer le spectacle de leur déchéance aux premières loges. Manon jeta un regard en arrière, vers sa misérable hutte de branches et de boue, son foyer. Puis elle se regarda, souillée en haillons. « Cache-toi, Lucas, » dit Manon d'une voix pressante, poussant doucement l'enfant vers une anfractuosité du mur. « Reste là et ne bouge pas, quoi qu'il arrive. »« C'est la méchante grand-mère » demanda l'enfant, effrayé. « Oui, c'est elle. Mais elle ne te fera aucun mal, je suis là. Simplement, ne la laisse pas te voir pleurer. » Manon lissa sa robe déchirée, redressa la tête et se posta devant l'entrée des ruines. Ses jambes flageolaient de faiblesse, mais son regard était de fer. Elle accueillerait la harpie debout. Elle ne lui accorderait pas la satisfaction de la voir à genoux. La voiture s'immobilisa à quelques mètres. Le moteur se coupa. La portière s'ouvrit, et c'est là que débuta le véritable supplice psychologique. Le claquement de la portière de la voiture résonna comme une détonation dans le silence des ruines. Clac. Un son net, luxueux, parfait. Manon demeura immobile, debout devant son abri précaire de boue et de branchages, telle une louve protégeant sa tanière. Elle lissa sa robe souillée d'un geste nerveux, dérisoire face à la misère flagrante qui l'entourait. Elle savait ne pouvoir dissimuler la réalité. Elle et son fils avaient l'apparence de naufragés coupés du monde. Monique sortit du véhicule avec une lenteur étudiée. Une chaussure à talons noirs impeccable apparut d'abord, foulant avec répugnance les pierres du sentier. Puis elle se dévoila, affublée de ses lunettes de soleil sombre et d'un foulard de soie au cou qui flottait dans la brise montagnarde. La vieille femme s'avança vers eux, contournant avec soin les flaques de boue que Manon avait 1000 fois traversées pieds nus ces derniers jours. Elle ne retira pas ses lunettes. Manon ne pouvait voir ses yeux, mais elle sentait son regard scrutateur la brûler. « eh bien, dit Monique en s'arrêtant à quelques pas. Sa voix était posée, presque badine, comme si elle commentait la météo. « Vous êtes encore en vie. » Je dois avouer ma surprise. J'avais parié avec mon avocat qu'en 2 jours, vous seriez de retour au village, à faire la manche sur la place. Manon serra les poings, ses ongles sales s'enfonçant dans ses paumes. « Que voulez-vous, Monique » demanda Manon en s'efforçant de maîtriser le tremblement de sa voix. « Nous n'avons plus rien que vous puissiez nous prendre. Vous avez déjà tout saisi. » Monique eut un petit rire sec et retira lentement ses lunettes, révélant des yeux froids et critiques. « Je ne suis pas venu te prendre quoi que ce soit, fillette. Que pourrais-je bien vouloir de cette décharge ?
Je suis venu inspecter ma propriété attenante. Et j'en ai profité pour constater de mes propres yeux comment la maîtresse des lieux se réadapte à son habitat naturel. Le regard de la belle-mère balaya Manon de la tête aux pieds. Il s'attarda sur sa chevelure hirsute, sa robe en lambeaux, ses pieds nus et endurcis. « Regarde-toi, Manon, murmura-t-elle avec mépris, une grimace de dégoût aux lèvres. On dirait une bête sauvage. J'ai toujours su que les belles toilettes et les bijoux n'étaient pas faits pour toi. Léo a voulu te transformer en dame, mais chasse le naturel, il revient au galop. Ici, au milieu des pierres et de la terre, tu es enfin à ta place. » Ces paroles furent autant de dagues brûlantes dans la poitrine de Manon. La honte l'envahit, une vague écarlate et étouffante. Elle aurait voulu lui hurler qu'elle était une femme digne, une mère, une épouse aimée. Mais la faim et l'épuisement l'avaient privée de la force de répliquer. Elle ne put que baisser la tête, sentant le poids de l'humiliation l'écraser. À cet instant, Lucas, qui épiait depuis une brèche dans le mur, ne put se contenir. La peur de sa grand-mère le disputait à un besoin biologique plus impérieux, la faim. Il quitta sa cachette, petit, frêle, les yeux cernés dans son visage sale. « Grand-mère » demanda-t-il d'un filet de voix. « Lucas, non. » Manon tenta de le retenir, mais l'enfant courut en chancelant vers la femme qui, une semaine plus tôt encore, lui offrait des baisers glacials et des cadeaux coûteux pour ses anniversaires. Monique recula d'un pas, par réflexe, comme si elle craignait que l'enfant ne la souille. « Grand-mère » répéta Lucas en s'arrêtant à 1 mètre d'elle. « Tu as du pain ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Le vent siffla dans les fissures. Manon crut que son cœur allait s'arrêter. Son fils, le petit-fils de la plus riche famille de la région, mendiait un quignon de pain. Manon s'avança, tentant de préserver la dignité de son fils. « Lucas, viens ici, ne lui demande rien. » Mais Monique leva la main pour faire taire Manon et regarda l'enfant. Un instant, Manon espéra y voir une étincelle d'humanité. Après tout, il était de son sang. C'était le fils de Léo. Comment une grand-mère pouvait-elle refuser de la nourriture à un enfant décharné? Monique plongea la main dans son sac. Lucas esquissa un faible sourire, ses yeux s'illuminant d'un pur espoir. Il s'attendait à une friandise, une pièce, un sandwich, n'importe quoi. Mais Monique sortit un mouchoir, épousseta une particule invisible sur sa veste et rangea sa main vide. « La mendicité est un péché, mon garçon, » dit Monique avec une froideur qui figea l'atmosphère. « Le pain se mérite. Le pain est pour les gens honnêtes. »« J'ai faim, grand-mère, » insista le garçon, qui se mit à pleurer. « J'ai mal au ventre. » Monique eut un rire bref, cruel, dépourvu de toute gaieté. Elle se pencha légèrement vers lui, non pour le prendre dans ses bras, mais pour lui asséner sa sentence. « Alors, dis à ta mère de cesser de geindre et de se mettre au travail. Vous êtes à la campagne, n'est-ce pas ?» Elle fit un geste vague en direction des rochers grouillants de vermine. « La vie abonde ici. Lézards, rats des champs. Si tu as si faim, dis à ta mère de te chasser des rats. C'est la nourriture des bêtes, non? Et à te voir si sale, tu ne sembles guère différent d'un rat. » Manon sentit quelque chose se rompre en elle. Ce n'était pas la douleur, c'était le bruit de la soumission qui volait en éclats pour faire place à la rage. Les pleurs de Lucas redoublèrent face à la réponse de sa grand-mère. Il se cacha le visage dans les mains, honteux et rejeté. Manon se précipita vers son fils, le prit dans ses bras et le serra contre elle, protégeant ses oreilles, son cœur, son âme de cette sorcière. « Allez-vous-en » hurla Manon. Sa voix n'était plus tremblante, c'était un rugissement rauque. « Dehors, sortez de chez moi. » Monique haussa un sourcil, amusée par cette réaction. « Chez toi? Tu appelles ça chez toi, cet amoncellement de décombres? Un peu de tenue, Manon, je t'en prie. » La vieille femme s'approcha de l'un des murs principaux, celui que Manon avait tenté de consolider la veille avec tant de peine, en utilisant la boue du ruisseau. Elle l'examina d'un œil critique et méprisant, comme un inspecteur d'hygiène dans un abattoir. « C'est pathétique, » murmura Monique. Puis, d'un geste désinvolte mais vigoureux, elle leva la jambe et donna un coup de pied sec à la base du vieux mur. Crac. Le choc fit vibrer l'édifice. Un peu de la boue séchée que Manon avait appliquée de ses doigts ensanglantés se détacha et tomba en poussière. Une petite pierre roula.
Le mur émit un craquement sinistre. Manon recula, terrifiée à l'idée que tout s'effondre sur eux. « Vous êtes folle !» s'écria Manon. « Vous allez tout faire tomber. C'est notre seul abri. » Monique épousseta sa chaussure de luxe, satisfaite d'avoir démontré la fragilité de la structure. « Je te rends service, sotte, » dit Monique, la fixant avec une pure méchanceté. « Tu devrais me remercier. Ces murs sont aussi pourris que toi. Un de ces jours, pendant que vous dormirez enlacés dans votre souillure, ces vieilles pierres vont céder, elles s'écrouleront. » Boum. Elle mima une explosion d'un geste théâtral. « Et elles vous écraseront tous les deux comme des blattes, » poursuivit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Et personne, retiens bien ça, Manon, personne au village ne versera une larme. On parlera d'un accident regrettable. La pauvre veuve et son fils illégitime, écrasés par leur propre misère. Ce sera l'épilogue poétique de ta triste histoire. » Manon eut l'impression d'étouffer. L'image de Lucas écrasé sous les rochers, instillée dans son esprit par cette femme, lui donna la nausée. « Vous êtes un monstre, » chuchota Manon, des larmes de rage dévalant son visage sale. « Dieu vous voit, Monique. Dieu voit tout. Dieu est occupé à aider ceux qui s'aident d'eux-mêmes, » répliqua Monique en se retournant pour partir. « Et toi, tu n'es bonne qu'à inspirer la pitié. Savoure ton banquet de rats, ma chère. Ah. Et méfie-toi du vent. On annonce de fortes rafales cette nuit. J'espère que ton château de cartes résistera. » La vieille femme regagna sa voiture en se dandinant, triomphante. Elle avait atteint son but. Non seulement elle les avait vus souffrir, mais elle leur avait ôté tout espoir. Elle avait semé la peur de la mort dans leur propre refuge. La voiture démarra et s'éloigna, soulevant un nuage de poussière qui enveloppa la mère et le fils, les faisant tousser. Manon resta là, serrant Lucas, toussant, pleurant et tremblant. Mais cette fois, le tremblement n'était pas de froid. Elle regarda le mur que Monique avait frappé. L'impact du talon avait laissé une marque. La boue était tombée, révélant un peu plus la fissure profonde qui parcourait la pierre. Lucas pleurait sur son épaule. « Maman, on est des blattes ? On va mourir écrasés. » Manon écarta doucement le garçon, lui prit le visage entre ses mains et le regarda dans les yeux avec une intensité effrayante. « Non, Lucas, regarde-moi. Nous ne sommes pas des blattes, nous ne sommes pas des rats. » Manon se releva, s'essuya les larmes avec son bras, laissant une traînée de boue sur sa joue qui ressemblait à une peinture de guerre. Elle s'approcha du mur, à l'endroit exact où Monique avait frappé. Elle posa la main sur la pierre froide et ancienne. « Cette vieille sorcière croit pouvoir nous détruire, » dit-elle à voix basse, s'adressant plus à elle-même qu'à l'enfant. « Elle croit que ces murs seront notre tombeau, mais elle se trompe. » Manon perçut une étrange vibration en touchant le mur. Était-ce son imagination, ou l'adrénaline, mais un instant, il lui sembla que la pierre était tiède. Elle se tourna vers son fils et, pour la première fois depuis des jours, ses yeux ne reflétaient plus le désespoir, mais une féroce détermination. La haine de Monique avait attisé une flamme que la faim ne pouvait éteindre. « Lucas, nous allons réparer ce mur. Nous allons le rendre si solide que même un séisme ne pourrait l'abattre. Et je te jure sur la mémoire de ton père que cette femme ravalera ses paroles. Un jour, elle convoitera les miettes qu'elle t'a refusées aujourd'hui. » Manon ignorait comment, mais elle sentait que quelque chose avait basculé. La visite de la harpie, censée les anéantir, avait produit l'effet inverse. Elle avait tué la Manon résignée et réveillé la Manon guerrière. La nuit tomba de nouveau sur les ruines de la colline. Mais cette nuit-là, Manon ne dormit pas par crainte des scorpions. Elle ne dormit pas, car elle resta à fixer la fissure dans le mur, celle-là même que Monique avait frappée. Il y avait quelque chose. Le vent n'y sifflait pas de la même façon. Le son était différent, plus profond, comme un murmure métallique. « Fais attention, » avait dit Monique. « Un de ces jours, ça s'écroulera. » La vieille femme était loin de se douter qu'en tentant de détruire leur monde, elle était sur le point de leur ouvrir les portes d'un univers entièrement nouveau. Car parfois, pour trouver un trésor, il faut d'abord en briser les crins. Et Monique, dans sa méchanceté, venait de porter le premier coup nécessaire. 2 jours après la cruelle visite de Monique, le ciel au-dessus des ruines de la colline provençale prit une nouvelle teinte. Ce n'était plus le gris plombé coutumier de la pluie mélancolique, mais un noir violacé,
une couleur meurtrie et violente, annonciatrice de malheur. L'atmosphère devint lourde et chargée d'électricité. Les oiseaux se turent et se tairèrent. Le silence qui précède l'orage était palpable, oppressant. Manon, qui lavait des hardes dans le ruisseau, les mains couvertes de plaies, sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Lucas !» cria-t-elle, lâchant le linge détrempé. « Lucas, reviens ici immédiatement. » L'enfant, qui empilait des cailloux près du mur principal, accourut en voyant la panique dans ses yeux. « Qu'y a-t-il, maman ? » Un terrible orage se prépare. « Mon fils, il faut nous abriter. Vite, aide-moi à rentrer le bois sec sous l'abri. » Ils se hâtèrent. Le vent se leva brusquement, non pas en brise, mais en gifles invisibles qui soulevaient la poussière et les feuilles mortes, leur cinglant le visage. Le ciel gronda. Un tonnerre sourd, qui semblait émaner des entrailles de la terre, fit vibrer les pierres sous leurs pieds. Ils eurent à peine le temps de se réfugier dans leur petit abri de branches et de boue que le ciel se déversa. Il ne plut pas, il se rompit. C'était comme se trouver sous une immense cataracte. L'eau tombait avec une telle violence qu'elle en était douloureuse. Le toit précaire que Manon avait si fièrement et péniblement construit quelques jours plus tôt commença à fuir en quelques secondes. D'abord une goutte, puis un filet, puis l'eau traversa les branchages comme s'ils étaient de papier. Manon et Lucas se blottirent dans le coin le plus reculé, à la jonction des deux murs de pierre originels. Manon prit l'enfant sur ses genoux et le protégea de son corps, courbant le dos pour faire office de bouclier humain contre l'eau glaciale et le vent qui menaçait d'emporter les branches. « J'ai peur, maman !» criait Lucas, mais sa voix se perdait dans le fracas du tonnerre. « La maison va s'écrouler. » C'est grand-mère qui l'a dit. « Non !» hurla Manon, le serrant si fort que ses bras s'enraidirent. « Ces pierres sont là depuis 200 ans. Elles ne tomberont pas. Ferme les yeux et prie avec moi. » Crac. Boum. Un éclair frappa à quelques mètres, baignant les ruines d'une lumière blanche et spectrale. L'espace d'une seconde, Manon vit le visage de son fils illuminé. Il était livide, terrifié, les yeux hagards. Le vent ululait comme une bête blessée. L'abri de fortune craquait et se balançait violemment. Soudain, une rafale plus puissante que les autres emporta une partie du toit improvisé. Les branches s'envolèrent et l'eau froide les fouetta de plein fouet. Manon éclata en sanglots. Elle n'y pouvait rien. Ils étaient trempés, transis, assis dans la boue. Le lieu qu'elle avait tenté de transformer en foyer n'était plus qu'un bourbier. « Pourquoi ?» sanglota Manon en fixant le ciel noir, tandis que l'eau collait ses vêtements à sa peau et lui inondait les yeux. « Assez, tu nous as déjà tout pris, laisse-nous tranquilles. » L'orage sembla se rire d'elle. La pluie redoubla de fureur, et c'est alors que l'impensable se produisit. Était-ce la vibration des coups de tonnerre incessants? Était-ce l'eau s'infiltrant dans les fissures séculaires du pisé, le ramollissant? Ou était-ce la conséquence du coup de pied de Monique quelques jours plus tôt, qui avait fragilisé la structure à son point le plus faible? On entendit un bruit sourd, un déchirement pesant. Pof. Crash. Sous les yeux horrifiés de Manon, une large section du revêtement du mur intérieur, celui-là même qui leur faisait face, s'effondra. Des blocs de boue séchée et de petites pierres s'écrasèrent au sol dans un grand fracas, projetant de l'eau sale. Le cœur de Manon cessa de battre. Elle crut que le mur entier s'abattait sur eux. « Attention !» cria-t-elle en se retournant pour couvrir entièrement Lucas de son dos, s'attendant à l'impact fatal qui mettrait fin à leur existence, comme Monique l'avait prédit. Elle attendit le coup de grâce. Elle ferma les yeux, s'en remettant à Dieu. 1, 2, 3 secondes. Rien d'autre ne se produisit, hormis le bruit de la pluie. Manon, tremblant de tous ses membres, ouvrit un œil et jeta un regard par-dessus son épaule. Le mur ne s'était pas totalement écroulé. Seul l'enduit s'était détaché, la couche externe de vieille boue et de crasse qui masquait les pierres. Là où se trouvait un mur lisse et monotone de pisé gris, il y avait maintenant un trou béant, une cicatrice difforme dans la paroi. « On va bien, mon trésor, on va bien. Ce n'est qu'un morceau de terre qui est tombé, » murmura Manon en berçant Lucas. Les heures s'écoulèrent. L'orage fit rage tout l'après-midi, tel un fauve refusant de mourir, jusqu'à ce que, enfin, il commence à s'apaiser, épuisé. Si vous avez déjà ressenti cette accalmie étrange, troublante mais magnifique,
qui suit la tempête, mettez un j'aime maintenant. Mais écoutez attentivement, ce que la pluie a emporté n'était pas que de la boue. L'eau a nettoyé la surface pour révéler la vérité. Partir maintenant serait manquer le moment précis où le destin bascule. Et croyez-moi, il bascule en une seconde, en un éclair. Êtes-vous prêt à voir ce qui a émergé de ce mur fracturé? Lorsque la pluie cessa enfin, le crépuscule était déjà là. L'air était vif et embaumait la terre humide et l'ozone. Le silence régnait, un silence sacré qui n'existe qu'après le chaos. Les nuages sombres à l'horizon ouest commencèrent à se dissiper. Le soleil, déjà bas, sur le point de disparaître derrière les montagnes, fit une timide apparition. Ce n'était pas le soleil de midi, blanc et dur, mais celui de l'heure dorée, une lumière orangée, rougeâtre, intense et presque tangible qui baignait le monde détrempé et le faisait scintiller. Manon se releva, ankylosée. Elle était trempée jusqu'à la moelle, les dents claquant, et se sentait souillée jusqu'à l'âme. Lucas reste assis là, sur ses pierres sèches. Je vais voir ce qu'on peut récupérer. Le garçon acquiesça, trop las pour parler, enveloppé dans la veste trempée de sa mère. Manon s'avança vers le désastre. Le sol n'était plus qu'un marécage. Sa petite litière de feuilles était anéantie. Ses maigres possessions étaient éparpillées, mais son regard fut attiré par le mur endommagé. La section qui s'était effondrée pendant l'orage avait mis à nu la structure interne du mur. Manon s'approcha pour constater les dégâts, craignant que le mur ne s'écroule sur eux pendant la nuit. Quelle malchance! Marmonna-t-elle en se penchant pour ramasser les débris de pisé. Maintenant, j'ai un trou dans mon mur. Le froid va s'engouffrer. Elle se redressa et examina le trou. Il était profond. La couche de pisé qui s'était détachée était épaisse de près de 10 centimètres. Derrière, les pierres ne semblaient pas s'ajuster parfaitement. Une fissure profonde, une fente verticale et sombre, s'enfonçait dans le mur. À cet instant précis, le soleil déclina encore un peu à l'horizon. Un rayon de lumière, parfait, droit et tranchant comme une lame de feu, traversa la vallée, effleura la végétation humide et vint frapper de plein fouet le mur des ruines. Le rayon pénétra dans la fissure. Manon cligna des yeux, éblouie par le reflet soudain dans la flaque d'eau à ses pieds. Mais lorsqu'elle leva les yeux vers la fissure, elle resta pétrifiée. De l'obscurité profonde de cette fissure sale et ancienne, quelque chose renvoyait la lumière. Ce n'était pas le reflet mat d'un quartz mouillé. Ce n'était pas le scintillement vitreux d'une bouteille brisée. C'était un éclat intense, chaud, vibrant, un éclat rouge ardent et un autre doré, entremêlés. Manon sentit sa gorge se nouer. Son cœur, qui battait lentement et lourdement de tristesse, s'emballa violemment. Timp-timp. Que était-ce donc? Elle regarda autour d'elle, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un d'autre ait vu, mais ils étaient seuls au bout du monde. Elle s'approcha du mur, comme hypnotisée. Ses pieds nus clapotaient dans la boue, mais elle ne le sentait pas. Elle n'avait Dieu que pour ce point lumineux émanant des entrailles de sa demeure en ruine. Le rayon de soleil ne durerait que quelques minutes avant que l'astre ne disparaisse. Il fallait qu'elle voie. Manon tendit la main. Ses doigts tremblaient de façon visible. Elle n'osait pas toucher. Elle craignait une illusion d'optique, un effet de la faim et de la fièvre. C'est du verre. Du vieux verre, sans doute, se dit-elle à voix haute, tentant de rationaliser. Elle glissa les doigts dans la fissure. Elle était remplie de toiles d'araignée humides et de sable. Ses ongles grattèrent contre quelque chose de dur qui n'était pas de la pierre. Ce n'était ni la texture rugueuse du granit, ni la douceur du pisé. C'était une sorte de tissu, de vieux cuir, mais durci, pétrifié. Manon gratta avec plus de force, émiettant le bord du pisé avec ses ongles. Le trou s'agrandit légèrement. Le rayon de soleil pénétra plus avant. L'éclat s'intensifia. C'était là. Elle aperçut le coin de quelque chose. On aurait dit le coin d'un vieux sac, décomposé par les siècles, qui s'était déchiré. Et de cette déchirure, émergeant comme un œil secret, un objet rond. Une pièce de monnaie. Mais pas une pièce ordinaire. Même couverte de la poussière des siècles. L'or ne s'oxyde pas. L'or est éternel. Le métal jaune étincela sous le soleil couchant avec une pureté insolente au milieu de tant de dénuements. Et à côté, prise dans le même amalgame de terre et de temps, une pierre rouge, brute, non facettée,
de la taille d'une noix. Un rubis brut. Le rayon de soleil la traversa, projetant une lueur sanguine sur la main sale de Manon. Manon retira sa main comme si elle venait d'être mordue par un serpent. Elle recula de 2 pas, le souffle court. « Mon Dieu » chuchota-t-elle. Elle porta les mains à sa bouche. « Mon Dieu !» C'était impossible. Elle hallucinait. La faim l'avait fait sombrer dans la folie. Elle regarda enfin Lucas, toujours assis, inconscient de tout, contemplant les nuages. Elle se retourna vers la fissure. Le soleil commençait à se cacher, et l'éclat s'estompait peu à peu, réabsorbant le trésor dans l'ombre de la fissure. Mais elle l'avait vu. Elle savait ce qu'elle avait vu. Ce n'était pas une simple pièce. En y regardant de plus près, elle constata que le mur, toute cette section du mur, n'était pas fait de pierres pleines comme les autres. Il y avait des motifs, des cavités comblées. Ce mur était creux. Ce mur était un leurre. Manon tomba à genoux dans la boue, non de désespoir cette fois, mais sous le poids de la révélation. Ses jambes ne la portaient plus. « Tu es folle » avait dit Monique. « Ces murs vont s'effondrer. » Manon se mit à rire. Un rire nerveux, hystérique, mêlé de larmes. Les pleurs ruisselaient sur son visage, le lavant de la boue. « Maman, ça va ?» demanda Lucas, effrayé de voir sa mère rire et pleurer à terre. Manon leva les yeux. Son regard, auparavant terne et triste, brillait maintenant d'une lueur fébrile, un mélange de peur et d'exaltation. « Viens ici, Lucas, dit-elle d'une voix rauque. Viens ici. » L'enfant s'approcha. Manon l'étreignit, puis, de main tremblante, désigna la fissure sombre dans le mur, où le dernier rayon de soleil s'éteignait. « Tu vois ça ?» demanda-t-elle. « C'est tout noir, maman. C'est un trou à insectes. »« Non, mon amour, » dit Manon, caressant le mur sale comme la peau d'un amant. « Ce n'est pas un trou à insectes. Monique nous a envoyés vivre au milieu des détritus. Elle nous a envoyés mourir dans la misère, mais elle ignorait. Elle ignorait que les ruines recèlent des secrets. » Manon ramassa une pierre acérée. La fatigue s'était envolée. Le froid avait disparu. Une adrénaline sauvage bouillonnait dans ses veines. Il fallait qu'elle ouvre. Il fallait qu'elle sache si c'était réel ou un songe. « Lucas, » dit Manon en se relevant, la pierre serrée dans sa main. « Tiens-toi prêt, car je crois que papa vient de nous envoyer le cadeau qu'il nous avait promis. » Elle leva la main armée de la pierre, prête à frapper le pisé et à briser le faux mur. Le bruit de l'impact résonna dans la vallée silencieuse. Crac. Un morceau plus grand se détacha. Et ce que Manon vit alors, ce que ses yeux découvrirent derrière cette seconde couche de boue, la fit lâcher la pierre et porter la main à sa bouche pour étouffer un cri. Ce n'était pas un sac. C'étaient des dizaines. Emmurés comme des briques. Le mur entier en était rempli. Manon se tenait devant une fortune inimaginable, tandis que dehors, la nuit tombait sur sa misère. Manon haletait, son cœur martelant ses côtes comme un tambour de guerre. Le dernier rayon de soleil avait disparu derrière les montagnes, et l'obscurité commençait à reprendre ses droits sur les ruines de la colline. Mais l'obscurité importait peu désormais. Manon avait sa propre lumière qui brillait devant elle. Elle avait encore un peu ébréché la couche de pisé. Ses doigts saignaient, ses ongles étaient cassés à vif, mais la douleur physique s'était totalement évanouie, anesthésiée par le choc. « C'est de l'or, Lucas. C'est de l'or véritable, » chuchotait Manon, la voix étranglée par un rire nerveux qui se confondait avec des larmes. Du trou difforme qu'elle avait percé dans le mur, elle extirpa avec une infinie précaution l'un des objets qui obstruaient le passage. C'était un petit sac de cuir noir, rendu cassant par l'humidité et le temps. En tentant de le saisir, le cuir décomposé s'effrita entre ses doigts comme de la cendre, et c'est alors que la pluie commença. Le contenant se rompant, son contenu se déversa. Un flot métallique tomba sur le sol boueux et sale de la cabane. Clac, clinc, clinc. Chachachach. Des pièces, des dizaines, grandes, lourdes, irrégulières. Certaines scintillaient de l'éclat inimitable de l'or pur, d'autres avaient la teinte argentée de l'argent terni, mais toutes pesaient une éternité dans la paume. Manon en prit une. Elle était froide, ornée d'inscriptions étranges, de blasons anciens qu'elle ne reconnaissait pas.
Elle frotta la surface de son pouce sale, et le métal jaune brilla avec insolence. Ce n'était pas une chimère, pas de la pyrite, c'était de la richesse pure et tangible. C'est un trésor de pirate? Demanda Lucas en s'approchant avec hésitation. Ses petits yeux, ternes de faim quelques minutes plus tôt, reflétaient maintenant l'éclat du trésor répandu dans la fange. Je ne sais pas, mon trésor. Je ne sais pas. Manon se mit à ramasser les pièces avec frénésie, les enfouissant dans les poches déchirées de sa jupe, dans son corsage, dans ses vieilles bottes. Aide-moi à les ramasser, il ne faut pas qu'il en reste une seule dans la boue. Mère et fils rampèrent sur le sol, fouillant comme des taupes dans l'obscurité croissante. Chaque fois que Manon touchait une pièce, elle ressentait une décharge. Avec celle-ci, j'achète du pain pour 1 an, pensait-elle en saisissant une. Avec celle-ci, des manteaux. Avec celle-ci, je peux payer un hôtel et quitter cet enfer dès ce soir. Mais l'euphorie fit bientôt place à une émotion bien plus périlleuse, la panique. Soudain, Manon s'immobilisa, se releva et balaya les environs du regard. Il n'avait ni porte, ni toit, n'importe qui pouvait les surprendre. Le chemin était proche. Si quelqu'un passait, si Monique revenait, si un rôdeur décidait de s'y abriter, Manon fut saisie d'une terreur glaciale qui lui figea le sang plus encore que l'orage. Désormais, elle avait quelque chose à perdre. Avant, quiconque entrait ne trouvait que la misère. Maintenant, quiconque entrait pouvait les tuer pour ce qu'ils possédaient. Cache ça, siffla Manon, agrippant la main de Lucas. Mets tout sous la pierre, vite. Mais maman, on peut t'acheter à manger? Non. Tais-toi. Manon reboucha le trou dans le mur avec la boue et les pierres même qui en étaient tombées, travaillant avec une hâte fébrile. Elle voulait effacer toute trace. Elle voulait que le mur n'ait l'air que d'un mur endommagé, et non de l'entrée d'une chambre forte. Cette nuit-là fut la plus longue de toutes. Manon ne ferma pas l'œil. Elle s'assit face au mur réparé à la hâte, un lourd bâton dans une main, une pierre acérée dans l'autre. Ses yeux, rougis et exorbités, scrutaient les ténèbres. Chaque murmure du vent, chaque craquement de branches, lui semblait être un voleur approchant. La richesse ne lui avait pas apporté la paix immédiate, mais une peur paralysante. Elle était la gardienne d'un secret trop lourd pour ses épaules fatiguées. L'aube se leva, lente et brumeuse. Manon était toujours dans la même posture, raide comme une gargouille, veillant sur son fils endormi et son trésor dissimulé. Vers 8 heures du matin, elle entendit des pas. Ce n'était pas le bruit d'une voiture, mais des pas de bottes, lents, pesants, traînant légèrement sur le gravier. Manon bondit sur ses pieds. La panique la submergea. « Qui va là ?» cria-t-elle en brandissant le bâton. « N'approchez pas, je suis armée. » Une silhouette émergea de la brume matinale. Il portait un chapeau à large bord, un gilet de pêcheur plein de poches et s'appuyait sur une canne en bois sculpté. Manon abaissa légèrement le bâton, mais resta sur ses gardes. Elle reconnaissait cette silhouette. C'était Jean. Jean était l'historien du village, un homme de 70 ans à la barbe blanche et aux yeux bienveillants derrière d'épaisses lunettes. Il était réputé pour passer son temps à explorer les collines, en quête de vestiges des anciennes guerres et de légendes locales. Il avait été l'ami du père de Léo. « Manon !» s'exclama le vieil homme, s'arrêtant à distance respectueuse et levant les mains en signe de paix. « Pour l'amour du ciel, mon enfant, baisse ça. C'est moi, Jean. » Manon tremblait. Que faisait-il ici? Savait-il quelque chose? L'odeur de l'or attirait-elle les gens? Jean, balbutia-t-elle. Qu'est-ce que voulez-vous? Nous n'avons rien ici. Allez-vous-en. Le vieil homme soupira et s'approcha doucement, le regard empreint de pitié. J'ai appris ce que cette harpie de Monique a fait, dit-il en hochant la tête. Tout le village est au courant, même si personne n'ose rien dire. L'idée que la famille de Léo soit ici, sans abri, me fendait le cœur. J'ai apporté quelque chose. Jean ôta son sac à dos et en sortit un thermos de café fumant et un sachet en papier contenant des brioches fraîches. L'arôme du pain tout juste sorti du four frappa Manon comme une gifle, sapant ses défenses. Lucas se réveilla à cette odeur. Du pain! S'écria l'enfant en courant vers le vieil homme. Manon ne put le retenir. Elle regarda son fils dévorer la brioche que Jean lui tendait et sentit les larmes lui monter aux yeux. Merci,
murmura-t-elle en lâchant le bâton et en s'effondrant à genoux, vaincue par l'épuisement. Merci, Jean. Dieu vous le revaudra. Le vieil homme lui versa une tasse de café chaud. Tiens, ma fille. Tu as une mine affreuse. Cette femme paiera pour ça. Je te le garantis. Le karma n'oublie jamais. Manon saisit le café de ses mains tremblantes. La chaleur du liquide réconforta son corps, mais son esprit restait fixé sur le mur. Inconsciemment, son regard dérivait vers la plaque de boue fraîche qui masquait le trou. Jean, qui depuis 50 ans cherchait des trésors et savait lire le terrain, remarqua le regard anxieux de Manon. Il suivit la direction de ses yeux, vit le mur effondré, le tas de terre fraîchement remué, et il vit autre chose. Dans la boue du sol brillait un objet que Manon avait manqué dans l'obscurité, une pièce solitaire, à moitié enfouie. Jean s'approcha, intrigué. Le mur s'est effondré avec l'orage ? Demanda-t-il en se penchant. N'y touchez pas, cria Manon en s'interposant. Mais il était trop tard. Jean avait déjà ramassé la pièce. Le vieil homme la nettoya sur sa manche, ajusta ses lunettes. Ses yeux s'agrandirent. Sa main se mit à trembler. Ciel! Murmura-t-il, d'où cela vient-il? Manon resta sans voix, le souffle coupé. Elle était démasquée. Je l'ai trouvée par terre. Elle est fausse, n'est-ce pas? C'est de la vieille ferraille. Jean se releva lentement et regarda Manon avec une intensité qui l'effraya. Mais il n'y avait pas de cupidité dans son regard, seulement un étonnement pur, celui d'un archéologue devant le Saint Graal. Non, Manon, dit-il d'une voix grave. Ce n'est pas de la ferraille. C'est un écu d'or de 1790. Il se dirigea vers le mur, ignorant la faible protestation de Manon, et passa la main sur la cavité qu'elle avait tenté de dissimuler. De sa canne, il frappa doucement les pierres avoisinantes. Toc, toc, toc. Ça sonne creux. Sais-tu ce que sont ces ruines, mon enfant? Demanda-t-il en se tournant vers elle. Manon secoua la tête, pleurant de peur. Monique a dit que c'était une terre improductive, sans aucune valeur. Monique est une sotte, rit Jean. Un rire incrédule. Ces murs, Manon, tu te tiens sur l'ancien relais de poste. La légende locale raconte que pendant la Révolution, un groupe de contrebandiers et de généraux royalistes utilisait une vieille ferme sur la colline pour dissimuler leurs trésors de guerre. On dit qu'ils l'avaient emmurée avant de tomber dans une embuscade et d'être exécutés dans la vallée. Jean regarda le mur, puis les mains de Manon, sales et meurtries. Pendant un siècle, les chercheurs de trésors ont creusé le sol, exploré les tunnels, les grottes de la montagne, mais aucun n'a pensé aux murs. Ils croyaient que ce n'étaient que de simples murs d'enclos. Le vieil homme s'approcha de Manon et lui posa les mains sur les épaules. Manon, as-tu la moindre idée de ce qu'il y a là-dedans? J'ai vu plein de sacs, avoua-t-elle dans un souffle. Ils brillaient et des pierres rouges. Des rubis, affirma Jean. Le trésor perdu des Alpilles. Ce n'est pas un conte de bonne femme, c'est la réalité, et il est ici. Manon sentit ses jambes flageoler à nouveau. Il est à moi? Demanda-t-elle. La clé Monique m'a donné la clé. Elle a mis la propriété à mon nom. Elle a dit que c'était à moi et à mon bâtard. Jean sourit. Un large sourire de connivence. Si la propriété est à ton nom et qu'elle t'a cédé les ruines et tout leur contenu, comme le stipule certainement l'acte, pour se décharger de toute responsabilité légale concernant la structure délabrée, alors, ma chère Manon, en vertu de la loi sur les découvertes de trésors, tu es l'unique et entière propriétaire de tout ce que ces murs renferment. Mais écoute-moi attentivement, Manon, le ton de Jean se fit sérieux, pressant. Tu dois être extrêmement prudente maintenant. Pourquoi? Demanda-t-elle en caressant la tête de Lucas, qui dégustait sa deuxième brioche, ignorant qu'il était désormais un enfant millionnaire. Parce qu'il s'agit d'une fortune colossale. On parle de millions, Manon, de millions. Et l'argent suscite la convoitise. Jean regarda en direction du chemin, vers le lointain, où l'on distinguait dans la vallée le grand manoir des Dubois. Monique te hait, poursuivit l'historien. Elle te hait parce qu'elle te juge inférieur. Mais si elle apprend qu'elle t'a, par dépit, offert la plus grande fortune de la région, sa haine se murera en guerre. Elle tentera de te le reprendre, par le biais d'avocats, de ruses,
ou par la force si nécessaire. Elle m'a méprisé, dit Manon, sentant une nouvelle force l'envahir. Elle m'a abandonné ici pour que je meure. Précisément. C'est pourquoi nous ne devons commettre aucune erreur. Ne sors pas Laure tout de suite. Ne te précipite pas à la banque les poches pleines. Cela éveillerait les soupçons. Il faut tout officialiser. Il nous faut le gendarme et un notaire ici avant de bouger la moindre pierre. Vous allez m'aider ? Demanda Manon, en quête d'un allié dans sa solitude. Je protégerai l'histoire, et je te protégerai, toi, promit le vieil homme. Car je ne supporterai pas de voir ce trésor servir à payer les caprices de cette sorcière. C'est la justice divine, Manon. Dieu t'a donné l'épée pour te défendre. À cet instant, Manon regarda ses mains sales. Elle ne les voyait plus laides, mais capables. Elle regarda le mur brisé. Elle n'y voyait plus un abri misérable, mais une banque, l'avenir de Lucas, l'université, une maison chauffée, de la nourriture à foison. Et puis elle regarda vers la vallée, vers la demeure de Monique. Qu'elle vienne, murmura Manon avec une froideur qui surprit Jean. Qu'elle vienne constater son œuvre. Ce que Manon et Jean ignoraient, c'est que le destin précipitait les événements. Pendant qu'ils discutaient, au manoir des Dubois, Monique observait la colline à travers des jumelles. Elle avait vu le scintillement. Elle ne savait pas ce que c'était, mais son instinct de prédatrice lui disait que quelque chose d'inhabituel se tramait dans les ruines, et sa cupidité ne lui permettrait pas de rester inactive. Jean était parti depuis 1 heure à peine, promettant de revenir avec le gendarme et un notaire avant la mi-journée. Ne touche à rien, Manon, ne respire pas trop fort. Garde ce trésor comme si tu étais un dragon, lui avait-il conseillé avec un clin d'œil avant de s'éloigner sur le sentier, d'un palace mais allégé par l'espoir. Manon resta seule avec Lucas. Le silence s'installa de nouveau dans les ruines de la colline, mais cette fois, ce n'était pas un silence de paix, mais une tension insoutenable. Manon ne pouvait détacher son regard du mur rebouché à la hâte. Elle savait ce qui se cachait derrière. Chaque centimètre de cette pierre dissimulait des lingots, des pièces, des rubis. Elle savait que là, à moins d'1 mètre, se jouait la différence entre un Lucas mendiant et un Lucas étudiant dans les meilleures universités. Elle s'assit par terre, le cœur battant à la chamade. Chaque minute qui s'écoulait sans le retour de Jean lui semblait 1 heure. Elle consultait une horloge imaginaire, scrutait le ciel, guettait le chemin. « Maman, pourquoi tu transpires ?»« Il fait froid » demanda Lucas, mordillant le dernier morceau de la brioche que l'historien leur avait laissé. « Je suis nerveuse, mon chéri. J'attends juste que monsieur Jean revienne pour nous aider à nettoyer, mentit pieusement Manon. Elle ne voulait pas effrayer l'enfant avec le poids de ce secret. Elle se leva et se mit à arpenter les lieux. Elle sentait une démangeaison dans la nuque, un sombre pressentiment. Son instinct, affûté par des jours de survie et de peur, lui hurlait que quelque chose clochait. L'air était de nouveau lourd, bien que le ciel fût clair. C'est alors qu'elle l'entendit. Ce n'était pas le bruit feutré d'un moteur de voiture de luxe comme la fois précédente. C'était un rugissement sourd, un son guttural, mécanique, profond. Il venait de la vallée et gravissait la pente escarpée. Manon s'immobilisa. Les petits cailloux au sol se mirent à vibrer, s'entrechoquant. L'eau de la flaque laissée par la pluie se mit à onduler. « C'est le tonnerre, maman ?» demanda Lucas, lâchant son pain pour venir se cramponner à la jupe de sa mère. « Non, il n'y a pas de nuages, Lucas. » Le bruit s'intensifia, devint plus agressif. Une odeur de fumée noire, de carburant brûlé, se répandit, cette odeur âcre qui souille l'air pur de la campagne lorsque l'industrie s'y impose. Manon courut au bord de la colline pour observer le chemin d'accès. Ce qu'elle vit la fit blêmir. Grimpant sur le chemin de terre, broyant les arbustes et soulevant un nuage de poussière grise, avançait une énorme machine jaune, une pelleteuse. Son bras mécanique se balançait comme la trompe d'un éléphant de fer et son godet avant étincelait au soleil, prêt à dévorer la terre. Derrière l'engin, à bonne distance de la poussière, montait la voiture noire de Monique. La panique tordit les entrailles de Manon. « Oh, mon Dieu !» cria-t-elle. Non, non, non. Elle comprit en un éclair. Monique ne venait pas pour insulter. Monique ne venait pas avec de la nourriture avariée. Monique venait pour démolir. Si cette machine touchait le mur, si ce godet frappait le faux mur,
l'or se déverserait sur le sol, sous les yeux de Monique et des ouvriers. Et Manon savait précisément ce qui adviendrait. Monique revendiquerait tout. Elle dirait que c'était sur son ancienne propriété. Ou pire, dans le chaos de la démolition, le trésor serait enseveli sous des tonnes de gravats, perdu à jamais. Ou dérobé par les ouvriers dans la confusion. Ou, pire encore, les murs instables s'effondreraient sur eux. « Lucas !» cria Manon, se tournant vers l'enfant avec une urgence terrifiante. « Cours derrière le gros rocher, va au fond où nous avons dormi la première nuit et ne sors pas. Mais la machine arrive. J'ai peur. Obéis. Cours. » Manon passa une main tremblante dans ses cheveux sales et courut vers l'entrée inexistante des ruines pour les intercepter. Elle n'avait ni armes, ni gendarmes, seulement son corps et son désespoir. La pelleteuse atteignit le plateau devant les ruines et s'arrêta, mais sans couper le moteur. Le bruit était assourdissant. La fumée noire s'échappant de l'échappement vertical enveloppa Manon dans un nuage toxique qui la fit tousser. La voiture de Monique s'arrêta à ses côtés. La vitre arrière s'abaissa électriquement. Elle était là, impeccable, maquillée, un sourire triomphant aux lèvres. « Bonjour, chère belle-fille », cria Monique pour se faire entendre par-dessus le vacarme. « Je vois que tu es toujours là, agrippée à la saleté comme une tique. » Manon se posta devant la voiture, agitant les bras. « Qu'est-ce que cela signifie » hurla Manon d'une voix rauque. « Que fait cette machine ici » Monique ouvrit la portière et sortit, sans craindre la boue cette fois, car elle portait de hautes bottes de créateur. Elle ajusta ses lunettes de soleil et contempla les ruines avec un dégoût affecté. « J'ai pris une décision, Manon, » dit Monique en s'approchant, mais en gardant ses distances. « Hier, j'ai pensé à toi. J'ai pensé à mon pauvre petit-fils, vivant dans de telles conditions d'insalubrité. »« Vous avez pensé à votre petit-fils » cracha Manon, incrédule. « Vous nous avez envoyés ici pour y mourir. » Interprétation, interprétation, dit Monique en agitant la main. Le fait est que j'ai réalisé que vous laisser vivre dans cette structure instable représente un risque légal pour moi. Tu te souviens que la fissure a failli s'effondrer l'autre jour ? Eh bien, en tant que citoyenne responsable, j'ai décidé de faire démolir ces ruines dangereuses. Manon sentit son sang se glacer. « Vous n'avez pas le droit !» cria-t-elle. « Vous m'avez donné la propriété. J'ai la clé. C'est ma maison. C'est un tas de pierres pourries. » hurla Monique, perdant un instant son sang-froid. « Et j'ai une autorisation municipale d'assainissement et de nettoyage paysager. Mes avocats sont très compétents, ma chère. Ils vont tout raser. Je veux dégager la vue depuis mon manoir. Je ne veux plus voir tes haillons ni ton visage de misère chaque matin en buvant mon thé. » Monique se tourna vers le conducteur de la machine, un grand homme casqué et vêtu d'un gilet réfléchissant, qui observait la scène d'un air ennuyé depuis sa cabine. « Allez-y, Stéphane, » ordonna Monique. « Commencez par le mur ouest. Je veux que tout soit à terre en 1 heure. » Le mur ouest était le mur du trésor. C'était le mur où le soleil avait trahi le secret. Le moteur de la pelleteuse vrombit plus fort. Les chenilles métalliques grincèrent en s'ébranlant. Le godet géant s'éleva dans les airs, menaçant, projetant une ombre terrifiante sur Manon. Le temps se figea. Manon regarda le godet de métal. Elle regarda le mur qui contenait son avenir. Elle regarda Monique, souriant cruellement. Si la machine frappait, tout serait perdu. Elle n'eut pas le temps de réfléchir. Manon courut. Elle se jeta littéralement contre le mur ouest, s'y adossant, les bras en croix. Elle se retrouva pile dans la trajectoire de l'immense godet. « Non !» hurla-t-elle de toutes ses forces. « Il faudra me passer sur le corps. » Le conducteur, surpris par la folie de cette femme, freina brusquement. Le godet oscilla violemment, s'immobilisant à seulement 2 mètres de la tête de Manon. L'homme ouvrit la portière de la cabine et passa la tête. « Madame Monique !» cria-t-il. « Il y a quelqu'un au milieu. Je ne peux pas travailler comme ça. » Manon tremblait de tous ses membres. La chaleur du moteur lui brûlait le visage. La peur d'être écrasée était réelle, palpable, mais ses pieds étaient ancrés au sol comme des racines. « Allez-vous-en !» cria Manon au conducteur, des larmes de terreur coulant sur ses joues.
C'est ma maison. Vous n'êtes pas un meurtrier. Ne faites pas ça. Monique, voyant que la machine était à l'arrêt, entra dans une fureur aveugle. Son plan d'humiliation et de destruction était contrecarré par l'entêtement de cette paysanne. Elle marcha d'un pas rageur vers la machine, ses bottes martelant le sol. « Qu'est-ce que vous attendez, imbécile » beugla Monique au conducteur. « Je vous paie pour démolir, pas pour avoir des états d'âme. »« Mais, madame, la femme ne bouge pas. Je pourrais la blesser. » Monique regarda Manon, vit le défi dans le regard de sa belle-fille. Elle vit que Manon n'avait plus peur de l'autorité des Dubois, qu'elle se battait désormais avec autre chose que des mots, et cela l'exaspéra au plus haut point. Elle ne supportait pas la désobéissance. « Elle finira par bouger », cria Monique. « C'est une lâche. Personne ne veut mourir pour un tas de cailloux. » Puis elle fixa Manon de son regard venimeux. « Dernière chance, Manon. » avertit la belle-mère en désignant le chemin d'un doigt ganté. « Prends ton fils et dégage de mes terres pour de bon. Retourne dans ton village. Disparais. Ou je jure sur la mémoire de mon fils que je raserai ce mur avec toi dessus. » Manon regarda le mur derrière elle. Elle pouvait sentir la vibration du trésor, comme si les pièces d'or chantaient, implorant d'être libérées. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était la justice. La rétribution divine. « Non, » dit Manon. Sa voix était basse, mais ferme. Elle releva le menton. « C'est ma terre. Vous me l'avez donnée, et si vous voulez la détruire, il faudra m'enterrer avec. » Le silence qui suivit fut total, seulement rompu par le ronronnement du moteur diesel. Monique devint écarlate, les veines de son cou saillaient. Sa haine pour Manon avait atteint son paroxysme, annihilant tout jugement. « Très bien. » hurla Monique en se tournant vers le conducteur. « Tu l'auras voulu. » Monique fixa le conducteur avec des yeux de folle. « Rasez-moi ça !» ordonna-t-elle d'un cri strident. « Avancez, abattez ce mur, passez-lui dessus s'il le faut. Elle bougera bien quand elle verra les dents du godet. Faites-le maintenant ou je vous vire et je m'assure que vous ne retrouverez jamais de travail dans la région. » L'ordre était criminel, une tentative de meurtre. Le conducteur, sous la pression de la femme la plus puissante de la région et craignant pour son emploi, hésita. Il regarda Manon, si petite et fragile contre le mur. Il regarda Monique, rouge de fureur. « J'ai dit maintenant !» hurla Monique en frappant le métal de la chenille de son sac à main. L'homme, le front en sueur, regagna sa cabine. Il referma la portière. Le moteur vrombit, montant en régime. Vroom. Manon vit le godet s'élever encore. Elle vit les vérins hydrauliques se tendre. La machine se mit en mouvement. Un demi-mètre, 1 mètre. L'ombre du godet enveloppa complètement Manon. « Maman !» cria Lucas depuis sa cachette, sortant en courant en voyant le monstre sur le point de dévorer sa mère. Manon ferma les yeux et écarta les bras encore plus, protégeant de son corps la fissure, l'or, sa dignité. « S'il vous plaît, Jean, vite !» pria-t-elle. « Léo, aide-moi. » Elle sentit le souffle du métal s'approcher. Elle sentit la vibration jusque dans ses dents. Elle allait mourir. Elle allait mourir écrasée, mais elle ne bougerait pas. Le grincement du métal contre la pierre était imminent. Le godet n'était plus qu'à quelques centimètres de frapper le haut du mur pour l'abattre sur elle. Et dans cette dernière seconde, alors que le monde semblait s'effondrer, un autre son retentit. Des sirènes. De nombreuses sirènes. Mais la machine ne pouvait s'arrêter si vite. L'élan était déjà pris. Tout se déroula au ralenti. Le temps s'étira comme un élastique sur le point de rompre. La sirène de la gendarmerie hurlait tout près, de plus en plus fort, mais le godet mécanique de la pelleteuse avait déjà dépassé le point de non-retour. Le conducteur, les yeux exorbités par la peur en réalisant qu'il ne pouvait freiner à temps, tira frénétiquement sur les manettes, mais des tonnes d'acier ne s'immobilisent pas en un instant. Le godet s'abattit. « Manon, écarte-toi !» Des bras puissants, animés d'une adrénaline surprenante pour un homme de 70 ans, l'enlacèrent par la taille. C'était Jean. Le vieil homme, arrivé en courant depuis la voiture de gendarmerie, sautant par-dessus Pierre et Flaque, s'était jeté sur elle comme un rugbyman à la dernière seconde du match.
Ils roulèrent tous deux dans la boue, s'éloignant du mur juste à l'instant où les dents d'acier de la machine percutaient la structure. Craacon. Le bruit fut effroyable. Le godet frappa le sommet du mur ouest avec une violence inouïe. Le vieux mur de pisé et de pierre, affaibli par les siècles et les intempéries, ne résista pas. Il ne se contenta pas de se percer, toute la structure céda. Manon, sonnée et couverte de boue dans les bras de Jean, leva la tête, s'attendant à voir un nuage de poussière grise et de pierres mortelles. Elle s'attendait à voir la destruction de son seul refuge, mais ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Ce que virent tous les témoins, Monique, le conducteur, le gendarme qui descendait de sa voiture la main sur son arme, et le petit Lucas depuis sa cachette défiaient toute logique. Le mur s'éventra comme une pinata géante frappée par la main divine. En se rompant, la fausse maçonnerie fit éclater les sacs de cuir pourris empilés à l'intérieur. Il n'y eut pas de poussière. Il y eut un son métallique, un son cristallin. Tigne, 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 crash, clinque. Une cascade dorée se déversa des entrailles du mur. Des centaines, des milliers de pièces d'or tombèrent au sol en une avalanche étincelante. Elles rebondissaient sur les pierres, roulaient dans la boue, s'entrechoquaient, et au milieu de l'or scintillaient des éclats d'un rouge intense. Des rubis de la taille de caille tombaient, mêlés au métal précieux. La lumière du soleil matinal, qui venait de se lever complètement, frappa cette montagne de trésors qui se formait au pied des ruines effondrées. L'éclat était si intense qu'il en était aveuglant. Une rivière de feu solide. Le silence qui suivit le fracas de l'effondrement fut total. Même la machine, dont le moteur avait calé sous le choc, se tut. Plus personne ne respirait. Manon se redressa lentement, tremblante. Elle contempla la montagne d'or devant elle. C'était plus qu'elle n'avait jamais imaginé. Le butin de toute une armée. Monique était pétrifiée près de sa voiture. Ses lunettes de soleil avaient glissé au bout de son nez. Sa bouche formait un « O » parfait et grotesque. Son esprit, empoisonné par des années de matérialisme, mit 3 secondes à comprendre ce qu'elle voyait. Murs brisés, éclats jaunes, richesse infinie. La réalisation la foudroya. Elle oublia sa haine pour Manon. Elle oublia sa dignité de grande dame. Elle oublia la présence du gendarme. La cupidité pure, noire et visqueuse, s'empara de son corps. « C'est à moi. » Glapit Monique d'une voix inhumaine. La vieille femme courut. Elle courut avec ses bottes de luxe, trébuchant, glissant dans la boue, agitant les bras comme une folle vers la montagne de pièces. « C'est ma terre !» criait-elle en se jetant à terre, s'agenouillant dans la fange, souillant son tailleur Chanel à plusieurs milliers d'euros. « Ce sont mes ruines. C'est l'or des Dubois. » Monique se mit à ramasser des poignées de pièces, les fourrant dans ses poches, dans son sac, les pressant contre sa poitrine. Elle riait et pleurait à la fois. Ses mains gantées griffaient la terre, avides de posséder toujours plus. On aurait dit un démon en proie à la fièvre de l'or. « Arrière !» cria-t-elle à Manon, bien que celle-ci n'eût pas bougé. « Éloigne-toi, paysanne voleuse. C'était dans ma maison, personne ne me le prendra. » La scène était pathétique. La femme la plus riche du village, se vautrant dans la boue comme une bête, aveuglée par l'ambition. Manon observait, partagée entre l'horreur et la pitié. Elle comprit à cet instant à quel point sa belle-mère était réellement pauvre. Elle avait de l'argent, mais pas d'âme. « Halte là !» tonna une voix autoritaire. Le gendarme Nicolas, un homme robuste et sérieux qui faisait régner l'ordre dans le comté depuis 30 ans, s'avança vers le tas d'or, la main à la ceinture. Jean se releva et aida Manon à se remettre debout, la dépoussiérant avec une tendresse protectrice. « Gendarme, Dieu merci vous êtes là !» cria Monique, les dents souillées de rouge à lèvres et les yeux hagards, agrippant les pièces contre sa poitrine. « Arrêtez cette femme. Elle a tenté de voler mon trésor. Il était caché sur mes terres. J'ai ordonné la démolition et je l'ai trouvé. Tout est à moi. » Le gendarme toisa Monique avec mépris. Puis il regarda Jean, qui acquiesça d'un air calme et déterminé. « Madame Monique, » dit le gendarme posément, « lâchez ça. Ce sont des pièces à conviction pour le moment. » Pièces à conviction de quoi ? Beugla-t-elle. C'est ma propriété. Ce sont les ruines de la colline. Elles appartiennent à la famille Dubois depuis des générations. C'est alors que Jean s'avança,
sortant de sa vieille veste un papier plié. Ce n'était pas une arme, mais c'était bien plus redoutable. Vous faites erreur, Madame Monique, dit l'historien d'une voix claire et forte. Vous reconnaissez ce document? Monique plissa les yeux. Ça, c'est l'acte de cession, le papier que j'ai donné à cette miséreuse. Précisément, dit Jean en dépliant lentement le papier à la vue de tous. Vous avez rédigé ceci avec votre notaire il y a 3 jours, et pour être sûr d'humilier Manon, pour être sûr qu'elle ne puisse vous réclamer aucune amélioration ni aucun meuble restant, vous avez inclus une clause très spécifique. Voulez-vous que je vous la lise? Monique cessa de ramasser des pièces. Ses mains se mirent à trembler. Jean ajusta ses lunettes et lut à voix haute. Par la présente, Madame Monique Dubois cède l'intégralité de la parcelle 404, dite ruine sur la colline provençale, ainsi que la structure existante. Jean marqua une pause théâtrale et fixa la sorcière dans les yeux, et l'ensemble du contenu qui se trouverait dans les limites de la dite structure, en surface ou en sous-sol, meuble ou effet, la famille Dubois renonçant à toute revendication future sur les dits biens. Le silence retomba sur la colline. Le vent fit bruire les feuilles du document. Vous l'avez rédigé ainsi, poursuivit Jean, implacable, parce que vous pensiez qu'il n'y avait ici que des détritus, des rats et de vieilles pierres. Vous vouliez vous assurer que Manon hérite des détritus. Mais ironiquement, ce faisant, vous lui avez légalement cédé chacune de ces pièces. En vertu de la loi et de ce contrat signé de votre main devant notaire, le trésor appartient au propriétaire de la structure. Jean désigna Manon. Il appartient à 100% à la veuve Manon et à son fils Lucas. La couleur quitta le visage de Monique. Elle ressemblait à un cadavre fardé. Non, murmura-t-elle. C'est un détail technique. Je ne savais pas. C'est une erreur. Ce n'est pas une erreur. Intervint le gendarme Nicolas. C'est la loi, madame. Et j'ai autre chose pour vous. Je viens d'être témoin de l'ordre que vous avez donné à un conducteur d'engin de foncer sur une personne. Cela s'appelle une tentative d'homicide et la mise en danger d'un mineur. Le gendarme sortit ses menottes. Vous ne pouvez pas me faire ça, cria Monique en reculant et en laissant tomber les pièces, qui retournèrent à la boue. Je suis une Dubois. J'ai de l'argent. Plus autant qu'elle, rétorqua le gendarme en désignant Manon. Mettez les mains dans le dos, madame. Le moment fut grandiose. Monique fut menottée, couverte de boue et d'humiliation, hurlant des menaces qui n'effrayaient plus personne. Le conducteur de la pelleteuse, livide, témoignait de tout ce que la dame l'avait contraint à faire. Quand la voiture de gendarmerie emporta Monique et que la poussière fut retombée, Manon resta debout face à la montagne d'or. Lucas sortit de sa cachette et courut vers elle. « Maman, on a vaincu les méchants. » Manon s'accroupit et serra son fils dans ses bras. Elle pleura, mais cette fois, c'étaient des larmes de libération. Un fardeau de 1000 tonnes venait de lui être enlevé. Jean s'approcha et posa une main sur son épaule. L'expert viendra bientôt, Manon, mais à vue d'œil, il y a de quoi acheter 10 manoirs comme celui des Dubois. Tu es libre, mon enfant. Tu es libre pour toujours. Manon regarda les ruines effondrées. Le mur était tombé, certes, mais sa chute l'avait élevée, elle. Elle ramassa une pièce d'or et la donna à Lucas. Garde-la, mon trésor. Pas pour la dépenser. Garde-la en souvenir que Dieu nous place parfois dans des ruines, non pour nous y ensevelir, mais pour que nous y trouvions le trésor qui s'y cachait. Manon leva les yeux vers le ciel limpide. Merci, Léo, murmura-t-elle. Je savais que tu ne nous abandonnerais pas. Un nouveau départ. 1 an s'est écoulé. Là où se dressaient des ruines envahies de ronces et de misère, s'élève maintenant une magnifique maison. Ce n'est pas un manoir ostentatoire et froid comme celui des Dubois. C'est une grande maison de campagne aux murs blancs et aux toits de tuiles rouges, avec un jardin fleuri où les enfants du village viennent jouer. Manon n'a pas quitté la région. Elle a choisi de rester sur sa terre, transformant le lieu de sa souffrance en un havre d'amour. Elle a utilisé une grande partie de la fortune pour fonder une école pour les enfants défavorisés de la région et une clinique gratuite. Elle est devenue la bienfaitrice la plus aimée des environs. Personne ne l'appelle plus la veuve paysanne. On l'appelle Madame Manon, celle aux mains d'or. Et Monique? Monique a dilapidé ce qui lui restait de liquidité en caution et en avocats incompétents. Elle a perdu son procès, le respect de la société et,
pire encore pour elle, sa fierté. Elle vit seule dans une aile de son manoir, qui tombe en décrépitude faute d'argent pour l'entretenir. Elle vend ses meubles pour se nourrir, aigrie, contemplant de sa fenêtre la belle demeure illuminée sur la colline, où sa belle-fille et son petit-fils vivent heureux. Lucas grandit, fort et en bonne santé, étudiant l'histoire avec l'oncle Jean, devenu le grand-père de cœur de la famille. Mais dans le jardin de Manon, au centre, se trouve un monument particulier. Manon a conservé une section du vieux mur de pierre d'origine. Elle l'a protégé d'une plaque de verre. Sur ce mur, on distingue encore la fissure. C'est un rappel pour tous les visiteurs. Peu importe la noirceur de la nuit, ni la solidité du mur qui vous opprime. Si vous gardez la foi et résistez encore un peu, vous découvrirez que les plus grandes bénédictions se présentent souvent sous les traits d'un effondrement. Manon a trouvé de l'or, oui, mais son véritable trésor fut de découvrir que même sans cet or, elle avait toujours eu plus de valeur que n'importe quelle pièce de monnaie. Elle était une mère, une survivante, et désormais, une légende. Amis des histoires pour vivre et rêver, quel incroyable voyage nous avons partagé. Si une larme de joie a perlé en voyant Monique menottée et Manon triomphante, sachez que vous n'êtes pas seul. Cette histoire nous enseigne que la justice peut être lente, mais qu'elle frappe avec force. Maintenant, je vous le demande, quelle leçon retenez-vous de l'histoire de Manon? Écrivez ci-dessous le mot « victoire » si vous estimez qu'elle méritait chaque pièce de ce trésor. S'il vous plaît, partagez cette vidéo avec une personne qui traverse une période difficile, pour lui rappeler que sa ruine peut être le prélude à sa bénédiction. Merci de votre présence. Merci de votre écoute. Je suis votre nom et je vous retrouve pour la prochaine histoire qui touchera votre cœur. Abonnez-vous, et à très bientôt.